La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de littérature. Nous serons en compagnie de Joseph Conrad tout au long de cette série en 4 épisodes qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kasmarek et avec à la console Victoria Asper. Alors oui, nous allons bourlinguer jusqu'à jeudi dans ce qui va devenir pour quelques jours la compagnie maritime des auteurs. Mais c'est autant de tempêtes sous un crâne que de typhons en mer dont il va être question au sujet de Conrad, lequel a passé sa vie sur terre comme en mer à sonder son propre cœur, tout autant que ceux de ses contemporains. Jeudi, nous verrons avec Michel Lebris comment Conrad parle depuis de nombreuses années à son imaginaire de Malouin. Puis avec Claude Messonnat, il sera question des dessins de Conrad, mais aussi de musique et un peu de cinéma, vous l'entendrez. La veille mercredi, Marc Porret passera nous voir. Il a rédigé la belle présentation d'Au cœur des ténèbres et autres récits, le volume de la Pléiade qui vient de sortir et qui rassemble l'essentiel de Conrad en un peu moins de 1200 pages. Enfin, demain, nous parlerons tout d'abord du roman La ligne d'ombre, et puis en seconde partie, avec Alain Joubert nous racontera une rencontre imaginaire, mais qui a peut-être bien eu lieu entre Arthur Rimbaud et Joseph Conrad. Cela se serait passé sur le port de Marseille, où tous les deux se trouvaient au même moment. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour découvrir la biographie de Conrad, je reçois Alain Dugrand, ancien journaliste et même membre fondateur du journal Libération, auteur avec Anne Vallès de la trilogie à succès des Barcelonettes, ainsi que d'essais comme Mexico, Terremoto ou bien encore ce livre qui va nous intéresser aujourd'hui intitulé Conrad, la vie à la mer, et dont la dernière édition apparue en 2014, c'était à la table ronde. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs et voici Romain Gary. Conrad ne me ressemble pas comme écrivain, comme romancier, sauf peut-être pour les racines du ciel, mais il m'apporte quelque chose d'absolument irremplaçable, en ce sens qu'il m'apporte une atmosphère dans laquelle je me perds chaque fois que je lis ses œuvres. Il me dépayse de moi-même complètement. Et c'est un enchantement qui dure, en ce sens que chaque fois que je relis, cela me saisit. Et combien d'œuvres résistent à cette épreuve qui est la relecture. C'est rarissime. Je ne voyage pratiquement jamais sans rapporter leur gym avec moi. J'ai 2 volumes des œuvres complètes de Conrad en anglais, qui ne sont pas trop volumineux. Je les emporte toujours avec moi, j'en ai besoin. J'ai un besoin physique de relire du Conrad. Je l'admire énormément. Romain Gary donc au micro d'André Bourrin en 1969. Bonjour Alain Dugrand. Bonjour. Alors pour Romain Gary, l'atmosphère de Lord Jim est inimitable. C'est aussi ce que pensait Borges, qui considérait Conrad comme un bienfaiteur personnel. Alors au milieu d'autres, Chesterton, Wells, Stevenson, Kipling. Mais tout de même, cette idée que Conrad est un bienfaiteur personnel, c'est une idée que vous partagez, je crois. Oui, moi, je suis pas le seul. C'est un écrivain pour écrivain. Déjà, c'est la première chose. Pour quelle raison ? Parce qu'il est complexe. Les structures des romans sont très élaborées. Certains disent même trop élaborées. Et puis en plus, il est le premier moderne, disons avec le début du XXe siècle, qui traite non pas de l'aventure, mais de l'homme plongé et prisonnier des aventures et de son noir destin. Donc il y a quelque chose de très vif, c'est le contraire d'un romancier d'aventure. Mais quand même, vous avez intitulé votre essai, qui a changé de nom plusieurs fois au fur et à mesure des rééditions, vous l'avez appelé Conrad l'étrange bienfaiteur, avant de l'intituler La vie à la mer.
Oui, ça c'était en référence à Borges, puisque quand le livre est sorti, Borges avançait vers la mort. Et au cours de son dernier retour en Europe, aux États-Unis, fêté par quelques dizaines, sinon quelques centaines d'écrivains et de critiques littéraires, il y a encore des critiques littéraires aux États-Unis. Vous voulez dire qu'il n'y en a plus en France, c'est ça? Un peu moins, parce que Conrad a totalement disparu de la scène littéraire. Le dernier grand amateur étant Michel Déon, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et Borges, que l'on claudiquant, demi-aveugle, quand on amène devant un micro, s'adresse à cette longue salle pour répondre aux questions qui lui sont posées sur les grandes œuvres. Et il élimine Cervantes en disant qu'en définitive, il n'y a que Conrad. Donc, c'est quand même assez stupéfiant, étant donné que, en Europe en tout cas, même en Angleterre on le lit peu, c'est devenu un écrivain pour spécialistes, ouais. Et sa touffeur et sa complexité stylistique est le contraire d'un écrivain pour enfants, puisque Stevenson a survécu grâce au digest des collections enfantines. Conrad, impossible. Alors je reviens quand même au titre de votre essai biographique. Encore avant de l'intituler Conrad l'étrange bienfaiteur, à la première édition, vous l'aviez appelé Le dernier voyage de Joseph Conrad. Qu'est-ce que ça signifie, ces hésitations finalement? Est-ce qu'il est insaisissable? Ah non, je crois on peut le saisir. Il faut simplement beaucoup d'attention, beaucoup de lecture. Beaucoup de compagnonnage, ça fait presque une quarantaine d'années maintenant que je vis et que je lis, je cherche, je découvre sans cesse de choses nouvelles. Vous vous souvenez de votre première lecture de Conrad? Ça devait être en 69-70. C'était L'Agent secret. C'était vraiment l'époque où l'on se disait ce titre doit dissimuler quelque chose. Ouais. Quand je l'ai lu, effectivement, j'ai été à la fois consterné et avec le temps, le sable s'est reposé. Et j'ai découvert effectivement un écrivain qui m'allait, puisqu'il est d'un pessimisme absolu, sans aucun espoir, face à toutes les entreprises humaines. Les hommes sont tellement pervers qu'ils se détruisent eux-mêmes et que toute aventure humaine est condamnée à son déclin et à sa disparition. Et j'avoue que c'est une idée pas très moderne dans la littérature. Ce qui est moderne aussi dans L'Agent secret, c'est que c'est un roman qui met en scène des terroristes. Bien sûr. Et d'ailleurs, à l'époque des Twin Towers, Edward Said, grand spécialiste et grand chercheur américain justement de l'orientalisme, puisque Conrad a été accolé souvent à l'orientalisme, ce qui n'est évidemment pas, avait fait un papier dans Le Monde en disant que si on veut réfléchir à l'action terroriste contre les Twin Towers à New York, il faut lire Conrad, et L'Agent secret est le cœur disons de l'intelligence ou de la folie terroriste, de l'absurdité totale de l'acte terroriste. Oui, parce que rappelons que dans L'Agent secret, le personnage du terroriste explose avec sa bombe, d'accord, mais surtout il veut faire sauter l'observatoire, je crois, du Méridien de Greenwich ou quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, les Twin Towers. Alors, il y a eu beaucoup plus de morts, évidemment, à New York avec les Twin Towers que dans la fiction qu'imagine Conrad, à savoir faire sauter le bâtiment où repose, disons, par maquette et par texte scientifique, le lieu du Méridien de Greenwich. Ce qui est complètement fou, mais qui définit assez bien, je crois, les idées perverses des révolutionnaires absolus. Alors, vous venez de le dire, il ne faudrait pas considérer que Conrad est seulement un écrivain de la mer, et pourtant le dernier titre de votre essai s'appelle Conrad, la vie à la mer, mais vous avez voulu, dans cet essai, montrer l'importance des années marseillaises de Conrad. Pour vous, il est très français, peut-être même méridional. Il est méridional. Il arrive à Marseille, il a 17 ans. Il est orphelin de sa mère depuis l'âge de 8 ans et de son père depuis l'âge de 12 ans. Ses parents ont été des exilés, ont vécu
dans la misère et sont morts tous les deux de tuberculose. Alors donc, qu'ils viennent quand même de la noblesse la polonaise. Slatcha, la noblesse, le meilleur de la noblesse polonaise, c'est-à-dire patriote et nationaliste. Et à l'époque, ils ont affaire aux Russes. Ça n'a pas changé. Et ce garçon, orphelin de tout, sinon la garde d'un oncle Thaddée, arrive à Marseille à 17 ans. Et évidemment, ces années-là, c'est mon point de vue et celle de un ou deux biographes, parce que très curieusement, les biographes ont très peu travaillé les années Conrad à Marseille, et qui sont évidemment décisives dans l'œuvre et dans la sensibilité du personnage. On va revenir sur ces années marseillaises, mais parlons aussi de la Bretagne. Faisons les côtes françaises d'abord. Il a aimé beaucoup la Bretagne. Alors il a aimé la Bretagne à tel point qu'il y a épousé, il s'est marié et il a passé une lune de miel près de l'île Grande, une lune de miel totalement terrifiante, comme tout ce qui arrive un peu au personnage réel qu'est l'écrivain. Il aime la Bretagne. Pourquoi terrifiante ? Parce que il a toute sa vie est marquée par l'échec, par la rencontre avec l'absurdité de la condition humaine. Il ne crée pas de situation, si on considère que les romanciers d'aventure les créent. Lui, il vit son temps et son époque et il est toujours confronté à des situations où ce qui est en cause et en jeu, c'est une idée du courage et de l'honneur. Et évidemment, son épouse réelle, une toute petite bourgeoise qui était sa dactylo. Qui est sa dactylo. Il l'épouse un peu comme ça, parce qu'il commence déjà à être âgé. Il l'épouse un peu sur non pas sur un coup de tête, mais comme un abandon. Ouais. Comme un abandon, parce que cette fois, il abandonne les 20 ans qu'il a passés en mer, comme il a abandonné auparavant les 20 ans de son enfance et de son apprentissage. Il lui reste donc 20 ans pour écrire. Et là, il choisit la respectabilité bourgeoise, toute petite bourgeoise, alors qu'il est un grand bourgeois, dans le sens où il exalte une noblesse tout à fait étonnante, hors de saison, même à son époque. Et voilà qui est cet homme malheureux. Ouais. Mais alors, il y a une grande différence d'âge entre eux. Il a 38 ans, vous le disiez, elle en a 23. Et au fond, cet amour, c'est pas tout à fait un amour, c'est une lubie. Dites-vous. Une lubie, c'était une raison, mais une raison défaillante. Il rend les armes parce qu'il a peur de son propre avenir et de sa solitude. Ouais. Alors il la demande en mariage dans les galeries du British Museum. Voilà, oui, c'est Pato, personnage Pato, qui sait peu s'adresser, d'une timidité excessive. On le verra dans toute sa biographie et même dans ses romans. Une maladresse, non pas de classe, mais une maladresse quasi enfantine, adolescente. Ouais. Une incapacité d'être confronté aux femmes et aux autres d'ailleurs. C'est-à-dire à tous les gens qui ne sont pas de son milieu, c'est-à-dire celui des bateaux. Ouais. Ou les écrivains plus tard, puisqu'évidemment il n'a d'amis que les écrivains. Sur les bateaux, il est heureux ? Non, il n'est pas heureux, mais il y a la proximité des hommes d'équipage. C'est un ami des bateaux, et c'est un ami des bateaux et des hommes sur les bateaux, et il déteste la mer, et tout le romantisme lié aux grandes tempêtes, aux typhons et à la mer. Alors il y a une certaine maladresse, par exemple, toujours dans sa demande en mariage, quand il dit à la mère de Jessie, donc sa future femme, « Oh, vous savez, on n'aura pas d'enfant, parce que de toute façon, moi je vais mourir très vite. » Oui, c'est bien mal démarré, ou alors c'est beaucoup de lucidité. Bon, il se trompait un peu puisqu'il a eu 2 enfants. Et qu'il n'est pas mort si tôt. Il est mort 22-23 ans plus tard, mais c'est un homme malade. C'est un homme malade quasiment depuis le premier voyage vers la Martinique et les Caraïbes.
La compagnie des auteurs, nous parlons de Joseph Conrad avec vous, Alain Dugrand. L'île Grande, c'est donc l'île de la Lune de Miel. C'est une île fausse d'ailleurs, parce que c'est une presqu'île. Il y a un petit pont finalement qui relie l'île au continent. Ils vont y vivre près de 5 mois avec sa femme. Mais vous expliquez en quoi la Bretagne finalement ressemble un petit peu au sud de la France. Il y a quelque chose comme ça d'un peu commun entre ces deux régions. La France, c'est quand même très important pour Conrad. Alors moi, je pense avec une défunte biographe de Conrad que la France, le décor français, la Méditerranée, les côtes françaises et la littérature française sont au cœur de tout ce qui va fabriquer à la fois le marin et évidemment l'intériorité du marin qui deviendra l'écrivain. Son dernier voyage, par exemple, qu'il fera sur le continent, ce sera pour la Corse. Et ça durera près plus d'1 an. La Corse, la côte de Hyères, où il a vécu quand il avait 17-18 ans, où sont tous ses amis, à la fois en Corse, dans le village de Loury, où il y a 2 personnages qui figureront comme des personnages de papier dans ses romans, les Cervoni, et puis sur la côte hyéroise, des Polonais de la haute, comme celle dont il est issu. Vous y revenez les toujours. Choctaw. Et l'on s'aperçoit que Conrad a toujours vécu très proche, en proximité, avec les frères et les sœurs de ses parents, patriotes polonais, c'est-à-dire les Polonais en exil, et leur détestation, leur singularité d'exilés, et leur détestation de la Russie qu'il compare au néant. La personne dont vous parlez, qui a écrit une thèse sur le rapport de Conrad à Hyères, c'est Claudine Lesage. Ouais. Qui a fait un travail absolument stupéfiant. Postérieurement aux deux grandes biographies, il y a une biographie américaine de Karl, et puis une biographie qui est la plus passionnante d'un Polonais, Najder. Simplement, ces 2 biographes, on peut traiter des 4 ans quand même passés à Marseille, en Corse et à Hyères, et surtout dans la personnalité d'un jeune homme dans un état aussi délabré que cet adolescent-là. Ces années-là, évidemment, par psychologie de hangar la plus simple, apparaissent évidentes pour quelqu'un qui surplombe l'histoire de Conrad. Et surtout, ce que l'on découvre, et ce qu'on va découvrir peu à peu, c'est que il parle le français avec un accent provençal, remarque Paul Valéry, qu'il rencontre, et surtout la littérature française est le fondement de toute son esthétique. Terminant par exemple avec Marcel Proust, dont il est le premier écrivain qui va en tenter la traduction quand il habite Oswald, sa dernière maison près du cimetière de Canterbury, où il repose. Alors, on va revenir encore sur Marseille parce que c'est très important, mais avant cela, remontons un petit peu le temps, avant ses 17 ans, âge auquel il arrive à Marseille, et découvrons un peu l'enfance de Conrad. Enfant, je n'ai naturellement guère connu les activités de mon père. Je n'avais pas tout à fait 12 ans quand il mourut. Ce qui m'avait intimement impressionné, c'était d'avoir vu brûler ses manuscrits une quinzaine de jours avant sa mort. Cela s'était fait sous sa propre surveillance. J'étais entré ce soir-là par hasard, dans sa chambre, un peu plus tôt que de coutume, et sans que ma présence fût remarquée. Je restais pour regarder la religieuse qui le soignait alimenter le feu qui flambait dans l'âtre. Mon père, soutenu par des oreillers, était assis dans un fauteuil profond. C'est la dernière fois que je le vis hors de son lit. Il me parut être non pas tant un malade, dans un état désespéré, qu'un homme mortellement las. Un vaincu. Cet acte de destruction m'affecta profondément par son aspect de capitulation.
Extrait de Souvenirs personnels, lui ici par Richard Chevalier. Qu'est-ce que vous retenez de cette lecture, Alain Dugrand? Ce que j'en pense vraiment, hein, c'est-à-dire, c'est un fils d'exilé. Il a lui-même connu la déportation avec ses parents à l'âge de 4 ans. La déportation en Russie. En Russie du Nord. Son père, alors c'est une famille où l'on parle 3 langues à la maison, hein, le français, l'anglais et évidemment le polonais. Son père est un grand traducteur. Son père a traduit les romantiques. On le dépeint, un de ses biographes le dépeint en disant que c'est un exalté, un rebelle, c'est-à-dire un marxiste avant Marx. Il appartient à la noblesse patriote rouge qui tente l'alliance avec la paysannerie contre l'impérialisme russe. Et ce garçon, Conrad, tout jeune, qui a perdu sa mère 3 ans avant, vit l'agonie d'un père qui, après 1863, disait « Le désespoir a fait de nous des zombies », hein, disait le père lui-même. Et évidemment, la sensibilité de cet être, on va la retrouver tout au long de son œuvre, qui est une œuvre d'une grande cruauté, mais d'une bonté absolue, à l'égard des humbles, mais en même temps d'une cruauté et d'une lucidité totale à l'égard de la médiocrité des hommes. Hein. Et cette disparition de son père va renforcer chez lui une haine totale de l'impérialisme, du colonialisme, on le verra avec Au cœur des ténèbres, et tout au long de sa vie. Au début de la guerre, 3 ans avant la Première Guerre mondiale, 14-18, avec ses amis, Georges Bernard Shaw, Wells, il participe à un meeting de Jaurès à Londres. Il est un pacifiste, il est un homme marqué, hein, parce qu'a été l'Europe impériale, l'Europe impérialiste, et ça, évidemment, est inscrit dans sa chair et dans sa propre histoire intime. Donc un engagé politique comme l'était son père. Alors engagé politique, certes, simplement il a une horreur absolue de la politique. Pour lui, tout progressisme, toute idée du socialisme est une aberration parce que ces idées-là conduisent immanquablement au césarisme. C'est pour moi un lecteur de Stirner, c'est-à-dire un pessimiste absolu, un homme qui juge parce qu'il vit et qu'il a vécu des situations paroxystiques. Alors sur le pessimisme de Conrad, je vous propose d'écouter un nouvel extrait d'une nouvelle lecture. Une fois qu'on a compris cette vérité, que notre personnalité n'est qu'une mascarade ridicule et vaine pour cacher quelque chose qui nous est désespérément inconnu, atteindre la sérénité n'est plus très loin. Alors il ne reste qu'à se livrer à ses impulsions, à être fidèle à ses émotions passagères, ce qui est peut-être une approche de la vérité bien meilleure que toute autre philosophie de la vie. Et pourquoi pas? Si vraiment nous devenons toujours, mais nous ne sommes jamais, je serais bien bête de vouloir devenir ceci plutôt que cela, car je sais bien que je ne serai jamais rien. Je préfère m'agripper à la satisfaction bien réelle de ma mauvaise tête et montrer le poing au mystère idiot du ciel. Extrait d'un texte de Conrad lu par Gérard-Henri Durand. Alors ce pessimisme, cette personnalité vue comme une mascarade, ça vient confirmer ce que vous pensez finalement de Conrad. Ça résume assez bien sa personnalité qui va rester la même de sa jeunesse jusqu'à sa mort? Jusqu'à sa mort, oui. Il y a simplement une dimension qui va l'ébranler, c'est son adhésion à la Grande-Bretagne. Son adhésion à l'Angleterre. Il devient, par loyalisme, totalement anglais lors du premier conflit mondial. À tel point qu'il trahira un de ses amis
qui l'avait connu au Congo et qui avait, avec le président et les ligues protestataires américaines, dénoncé l'esclavagisme du roi Léopold dans le Congo. Et cet homme qu'il a connu, qu'il a aimé, avait choisi, parce qu'il était irlandais, de soutenir le Kaiser contre la Grande-Bretagne pendant la guerre de 14. Il sera arrêté, pendu. Conrad ne fera rien, alors que tous les amis de Conrad défendront ce personnage. Mais de fait, il reste ferme sur ses principes, ce qui est assez rare dans la vie généralement d'un homme vieillissant, et dans la littérature encore plus, puisque la mollesse vient souvent avec l'âge, qu'elle soit dans le sang ou sous la plume. Conrad est désespéré jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui amène, revenons, on fait des allers-retours comme ça dans sa biographie, qu'est-ce qui l'amène en France après cette jeunesse mouvementée, assez terrible, cette jeunesse d'orphelin, Alain Dugrand? Alors la petite histoire nous dit que il adore la géographie, la cartographie, les écrivains français. Hein, ça, son père ayant traduit Vigny, Hugo, comme il a traduit 5 pièces de Shakespeare, etc. Bah, il est gonflé. On peut imaginer l'enfant par ce regard sur la littérature française que le père adore. Et puis, il ne faudrait pas oublier non plus, puisqu'on est vers 1850, 60, 70, la liaison intime entre le patriotisme polonais et la France, et singulièrement Fontainebleau, où beaucoup vous êtes de Polonais, originaire, ou en tout cas où vous habitez. Où j'habite, oui. Et là, on sent effectivement la présence de la présence de la Pologne, avec Kosciuszko, dont les héritiers s'appelleront plus tard Kosciuszko-Morizet. Et la France est intrinsèquement liée, par sa littérature, par ses actes combattants, à la révolte des Polonais contre le tsar. Donc, évidemment, il y a ce soubassement, et puis évidemment, il y a la mer et la Méditerranée. D'ailleurs, il ne va pas attendre très longtemps avant de s'engager sur un bateau. Au bout de 4 semaines, je crois, il est déjà embarqué sur un bateau de la compagnie Delestan et Fils. Exactement. Alors, les Delestan, c'est une famille monarchiste extrêmement conservatrice et légitimiste qui est à Marseille. Il arrive 3 ans après la Commune de Paris et la Commune de Marseille, qu'on connaît mal en France. En tout cas, chez certains historiens, on lit des pages absolument stupéfiantes sur ce qu'elle a été. Et il arrive dans un Marseille bouleversé, 4 ans plus tard, 4 ans après la Commune, et par le réseau des Polonais de Marseille, les Chodzko, qui sont liés à la famille Delestan, il va naviguer et apprendre le métier de pilotin sur les bateaux qui remorquent les grands 3 mâts qui rentrent dans le port de Marseille par la Joliette et le Vieux-Port. Et très vite, grâce aux Delestan, et il faut signaler d'ailleurs que les pilotins et les apprentis marins payent leur passage à bord. Conrad paye pour être apprenti. Daudet, bien avant lui, ou Loti, bien avant lui, ont été des gens qui ont payé pour apprendre le métier. Et au bout de quelques mois, effectivement, il va faire son premier voyage en Caraïbes à bord du Mavis, en compagnie de celui qui va devenir son ami, César Cervoni, le Corse. Ouais. Il sera très important pour lui. C'est les hommes de la côte, ses amis de Marseille. Il les appellera comme ça, oui. Ouais. Il les appellera comme ça plus tard. Mais il y mêlera aussi Edmond Jaloux, Edith Wharton, qui sont aussi des gens qui pratiquent cette Méditerranée très singulière, qui est celle du Var et de la Corse, des Cap-Corsins, c'est-à-dire les gens du Nord, pas les Ajacciens, qui sont pas très intéressants pour Conrad. Alors vous vous rappelez l'agitation à l'époque à Marseille, et lui il fréquente des hommes qu'on peut qualifier d'hommes un peu suspects. Oui, alors il y a une fréquentation très tôt des radicaux. Il y a Clovis Hugues qui tuera en duel un journaliste bonapartiste d'un canard local, d'ailleurs lié à la famille Delestan. Donc Clovis Hugues, qui est un anticlérical radical, absolument radical. Ça, c'est des personnalités qui plaisent
qui plaisent à Conrad. Il y a Pascalis qui finira député journaliste au Figaro, et puis surtout Jules Guesde, qui est jeune député de Marseille, qui est un député rouge communiste. Entre guillemets, communiste. Alors Alain Dugrand, on va reprendre cette conversation avec vous dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est le moment de la chronique de Georges-Marc Habib. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Georges-Marc. Bonjour Mathieu. Alors, vous nous parlez pour commencer du dernier livre de cette personne qui a un nom très difficile à prononcer. Je me lance. Jakuta, peut-être Jakuta, Ali Kavazovic. Voilà. Bravo. C'est bravo. pas mal, hein. Ah, c'est magnifique. J'aurais pas fait mieux. Édité chez l'Olivier, ça s'appelle L'avancée de la nuit. J'ai pensé Vous avez pensé Conrad. Ouais, j'ai pensé Conrad parce que cette jeune femme, elle est toute jeune, hein, elle est née en 73, c'est son 3e ou 4e roman publié à l'Olivier. Et c'est pas une écrivaine voyageuse, malgré tout, c'est une écrivaine qui nous vient d'ailleurs, de l'ex-Yougoslavie, et qui écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est qu'elle écrit en français alors que c'est pas sa langue maternelle. Du coup, cette langue, elle transporte parce que c'est une langue qui a une liberté qu'on trouve assez rarement chez d'autres. Et donc là, elle va nous raconter une histoire d'amour assez magnifique entre Paul et Amélie, mais c'est une histoire aussi qui va nous amener de l'ex-Yougoslavie en pleine guerre d'indépendance, affreuse, jusque dans ce Moyen-Orient, berceau, on va dire, de ce terrorisme. Donc là, on revient sur des sujets, là aussi, très conradiens, peut-être. Voilà. Là, on parle donc de cette histoire d'amour entre Paul et Amélie, entre cette histoire d'amour impossible, les deux sont retrouvés parce qu'ils ont tous les deux perdu leur mère, là aussi, perdu cet orphelinat, le fait d'être orphelin, Amélie va n'avoir de cesse finalement d'essayer de retrouver cette mère qu'elle avait perdue. Elle va retourner sur ses traces à Sarajevo, pendant que Paul, lui, va rester et aboutir son projet personnel de réussir dans la vie. Et puis ils vont se retrouver plus tard, ils vont à nouveau s'aimer, avoir un enfant ensemble. Et puis là, Amélie repart parce que elle ne peut pas être mère. Et donc elle laisse sa fille Louise avec son père. Et Louise va, elle, faire le même chemin que sa mère, c'est essayer de retrouver sa mère beaucoup plus tard. Voilà. C'est un livre assez étonnant sur la filiation, mais aussi sur l'Europe de ces 20 ou 30 dernières années, avec une écriture et une structure de lecture et de bouquins assez étonnantes qui, moi, m'ont vraiment emporté, quoi. Est-ce que vous avez aussi pensé à Joseph Conrad pour votre second choix, qui est Joyce Ormand et son livre Au seuil, sciences de la vie? Pas vraiment. Alors Joyce Ormand, pourquoi j'ai envie de vous en parler? D'abord parce que pour moi, ça a été une lecture qui enchaînait derrière Jakuta. J'avais envie de lire un peu autre chose. Je suis tombé sur ce livre-là. J'avais pas lu Joyce Ormand depuis très longtemps. Et puis, Sciences de la vie, je me suis dit, tiens, allons-y. Et là, très étonnant, c'est un livre, là aussi, sur la filiation des femmes. Donc, on va suivre des générations de femmes, de mères en filles, qui vont se transmettre une maladie. Et là, on va suivre Ninon Moise, qui a 17 ans, va avoir une maladie étonnante, c'est-à-dire qu'elle va être incapable de ce qu'on lui touche les bras, de l'épaule au poignet. C'est-à-dire insupportable pour elle, ça va lui durer quelques années. Elle va tout faire pour essayer de comprendre d'où vient cette maladie, elle va tout faire pour essayer de la guérir, aller voir des médecins, des psys, des thérapeutes et même des gens très spirituels qui vont l'amener dans des chemins improbables de guérison qui ne vont pas évidemment fonctionner. Et entrecoupé de cette aventure, on va dire, vers la délivrance de cette souffrance, Ninon va nous parler de ce que lui rapportait sa mère sur cette malédiction familiale qui remonte au XVe siècle, où déjà les filles aînées avaient été toutes porteuses d'une maladie incurable et extraordinaire. Donc un voyage étonnant dans la médecine et les maladies héréditaires. Et pour terminer, une joyeuseté. Oui, j'avais envie de parler de ce livre incroyable de Christopher Moore, Fou, qui est édité chez un tout petit éditeur qui s'appelle L'Œil d'Or. Fou, c'est l'histoire du roi Lear vue à travers le regard du fou. Et c'est merveilleux. Enfin, franchement, si vous avez envie de passer un vrai moment de détente, c'est écrit comme un conte grivois. Il n'y a aucune limite au vocabulaire et aux situations. Ça se lit avec un grand délice et en même temps, ça reprend tous les grands thèmes du roi Lear. Donc, une vraie découverte. Merci, Georges-Marc. Si on veut en savoir plus, j'imagine qu'on peut venir vous déranger dans les rayons de la librairie de l'Atelier. Mais évidemment, et vous ne dérangez pas. Venez. À bientôt, Georges-Marc. Merci.
poursuivons notre route dans la compagnie des auteurs au premier jour d'une semaine consacrée à Joseph Conrad. Je suis en compagnie d'Alain Dugrand qui lui a consacré à Joseph Conrad un essai biographique intitulé « Conrad, la vie à la mer » et qu'on peut trouver aux éditions de la Table Ronde. Ayant rompu avec mes origines sous une tempête de reproches lancée par tous ceux qui avaient la moindre ombre d'un droit à exprimer une opinion, séparé par de grandes distances des affections naturelles qui me restaient encore, et même jusqu'à un certain point éloigné d'elles par le caractère tout à fait inintelligible de la vie, dont la séduction m'avait fait si mystérieusement rompre mon allégeance, je puis dire, en toute certitude, que par la force aveugle des circonstances, la mer devait être tout mon univers, et la marine marchande mon seul foyer, pendant une longue suite d'années. Rien d'étonnant donc si dans mes 2 livres exclusivement consacrés à la mer, Le Nègre du Narcisse et Le Miroir de la mer, et dans quelques nouvelles comme Jeunesse et Typhon, j'ai tenté, avec un respect presque filial, de rendre la vibration vitale du vaste monde des eaux, du cœur des hommes simples qui, depuis des siècles, traversent ces solitudes, et aussi ce je ne sais quoi de vivant qui semble habiter les navires, ces créatures nées de leurs mains et objets de leur sollicitude. Et puis, il est bien difficile d'être tout à fait gai ou tout à fait triste sur cette terre, tandis que l'éclat éblouissant des suprêmes espoirs apparaît, fascinant, immobile, sur la ligne lointaine de l'horizon. Lecture par Julien Barbin d'un extrait de Souvenirs personnels de Conrad. Alors la mer, Alain Dugrand, on a compris que ça n'était pas tout chez Conrad, mais c'est peut-être tout de même le lieu des émotions les plus fortes. C'est peut-être là qu'il se sent le plus vivant finalement. Oui, comme vous dites. Vous êtes donc d'accord? Non mais, pas tout à fait, parce que je crois il écrit très peu sur la mer. Il n'y a pas de scène magnifique, comme je pense à Jacques Perret, par exemple, qui est l'écrivain français qui a écrit sur la mer. Il y a quelques scènes de tempête, hein, quand même. Oui, mais c'est toujours les hommes qui sont pris dans la tempête, qui sont l'objet, mais pas la tempête ni la mer elle-même. Parce qu'il va naviguer, pas sur des 3 mâts, comme les Stendhaliens à la mode voudraient le rêver. Il transporte du coton, des navires charbonniers qui prennent feu, c'est des gros vapeurs, poussifs, lents, c'est un marin de la révolution industrielle. Et il relie les pays producteurs vers les pays consommateurs, c'est-à-dire vers la Grande-Bretagne, puisqu'elle est maîtresse de l'industrie et maîtresse des mers. Donc il n'y a pas de gloire particulière à faire des portraits de mer absolument sublimes. C'est des prolétaires de la mer. Et il est premier lieutenant, ensuite lieutenant tout court, mais d'une bande d'hommes qui sont des forçats, quoi. Ouais. Hein, tout noir, tout dégoûtant, plein d'huile, de moteur. Mais alors, il y a 3 parties dans la vie de Conrad. Pour résumer comme ça, à gros traits, il y a 20 ans qui sont les années d'enfance et de formation, on en a parlé. Ensuite, il y a 20 ans à bord des navires sur toutes les mers du monde. Et puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Pourquoi est-ce que, après 20 ans sur les bateaux, Conrad s'arrête-t-il de naviguer? Bon, alors il y a des mystères de l'âme que je suis pas censé connaître, je ne suis pas curé. Par contre, on le sait, il est vieux, prématurément, il est très très malade, hein, il a été blessé à plusieurs reprises. Il est asthmatique, il mourra d'ailleurs d'une crise cardiaque liée à l'asthme, puis il en a marre, quoi. Et gouverner un navire à 50 ans, ça lui est vain. Et ce qu'il veut, c'est se fixer à terre.
Et évidemment, la littérature le tenaille, puisque dans les 3-4 dernières années de sa vie de marin et de capitaine, il commence déjà à écrire. C'est ainsi qu'il va écrire les premières pages de La Folie Almayer, qui reprendra 5 ou 6 ans plus tard. Oui, mais c'est quand même très tard dans sa vie. Très tard. Est-ce que vous pensez qu'il avait tout de même toujours eu quelque chose, une sorte d'attirance pour l'écriture, ou est-ce que ça arrive réellement si tard que ça ? Non, je crois qu'effectivement, par son milieu, par sa singularité, c'est un immense lecteur. C'est un immense lecteur. Il connaît Shakespeare sur le bout des doigts. C'est un admirateur de Flaubert qui connaît très jeune. L'éducation sentimentale, dit un de ses amis, Curl, il pourrait la réciter entièrement. Il la connaît par cœur. Il adore la littérature, et pour lui, la littérature est le seul lieu où puissent s'exprimer des choses qui ne le sont pas, sinon par des faisans qui nous racontent des histoires de courageux chevaliers à la mode Moyen-Âge qui affrontent les mers et qui s'inventent des aventures et des histoires invraisemblables. Lui, il la connaît, la mer, et connaît les bateaux et le voyage. Oui, parce que sa Mais vocation, dans l'aspect le plus sombre, celle des hommes qui travaillent sur la mer. son rêve, sa vocation, c'était de devenir capitaine de marine marchande. C'était ça le projet. Ce qu'il deviendra, mais on sait par les capitaineries des ports et par les archives des armateurs britanniques que c'est un bon capitaine, qu'il est apprécié de ses hommes, mais pour en arriver là, il a échoué ses examens, il a échoué ses brevets. Disons qu'il a fait ça, il y avait une volonté, non pas de commander, mais d'améliorer l'ordinaire, parce que toute sa vie, jusqu'à la fin, d'une certaine manière, il sera poursuivi par le manque d'argent, parce que c'est un grand dépensier, un peu dandy, trop généreux, et l'argent le tenaille complètement. Et j'aime cette idée tellement différente que celle que l'on a aujourd'hui dans la littérature, d'un écrivain qui est tenaillé à la fois par son monstre intérieur, par sa haine profonde des destinées, et qui en même temps n'a que moyen d'imaginer conquérir un public pour gagner un peu sa vie et nourrir les siens. Alors beaucoup de ces grands personnages vont être nourris quand même de ces 20 années en guerre, 20 années en mer, et notamment le personnage de Lord Jim, qui est un personnage apparemment inspiré par quelqu'un qu'il aurait rencontré ou dont il aurait entendu parler à Singapour. Je crois que vous êtes allé justement à Singapour, Alain Dugrand. Racontez-nous un peu tout ça. Oui, alors le personnage de Lord Jim, voilà, Conrad pratique, on le sait aujourd'hui, avec les grands spécialistes littéraires, mêle des milliers d'histoires entendues dans les ports, dans les bars, parce que c'était aussi un homme de bar et d'attente. Il reste à Sydney, par exemple, 7 ou 8 mois sans rien faire. Donc, que faire sinon parler avec les gens du métier? Donc, il y a beaucoup d'histoires qui traversent les mers et les ports. Et là, un de ses amis, un autre Chosco, qui navigue, lui, pour des patrons français vers le sud de la Chine et la région de Hanoï, raconte une histoire, effectivement, d'un équipage qui transportait à bord d'un bateau qui s'appelle le Palestine 1000 pèlerins de l'extrême-orient asiatique qui voulaient se rendre à la Mecque. Et le bateau prend feu. En tout cas, une autocombustion se fait sur le bateau. Et ces hommes abandonnent leur navire et lançant l'équipage à la dérive. C'est une histoire vraie. Que Conrad... L'équipage abandonne le navire en laissant les pèlerins, 1000 personnes aller inéluctablement vers la mort, puisque le bateau va se consumer et après flamber en pleine mer. Cette histoire est réelle. Et Conrad en fera Lord Jim. Simplement, ce qui l'intéresse dans le personnage de Lord Jim, alors Lord Jim est le numéro 3 du Patna, qui est un bateau aussi de charge, abandonne avec les 2 officiers et le capitaine le bateau qui a rencontré un corps étranger qui fracasse sa coque et qui de fait va sombrer.
Et ces hommes abandonnent le bateau pendant la nuit, sans récupérer, finissent à Aden, et 48 heures plus tard, on découvre que le bateau n'a pas coulé, qu'il a été remorqué, et qu'il arrive à Aden, et que tous les gens qui étaient à bord sont vivants. Et là, les officiers et le capitaine s'enfuient, et le troisième commandant, Lord Jim, va assumer seul l'abandon, au risque de la mort de tous ses passagers. Et ça donne à Conrad l'occasion d'écrire un roman sur l'honneur, le mépris de soi et la réhabilitation de soi, qui en fait un des livres les plus fascinants de l'histoire de la littérature moderne et de la littérature tout court. Et un roman sur la tâche indélébile que constitue dans la vie d'un homme une erreur aussi grosse soit-elle, qu'on ne peut jamais absolument la trahison trahison d'une manière ou d'une autre. Et Jim mourra de son déshonneur non réparable. Ça, c'est Conrad. Conrad a connu des populations ethnologiques, si je puis dire, à un moment charnière, enfin où subsistaient encore beaucoup des cultures traditionnelles et où, en même temps, déjà, elles étaient pénétrables et pénétrées par une civilisation mécanique qui n'était pas encore aussi agressive, si bien qu'il y a une sorte, je dirais, d'âge d'or, qui est l'âge conradien, où on pouvait, à la rigueur, s'imaginer bien qu'un équilibre pourrait se trouver, et que nous pourrions à la fois jouir des beautés et des enseignements que nous trouvons dans ces sociétés lointaines, sans leur apporter la destruction qui a été, hélas, notre œuvre. Donc l'atmosphère conradienne, c'est presque l'atmosphère paradisiaque pour l'ethnologue. La compagnie des auteurs sur France Culture. Vous avez peut-être reconnu Alain Dugrand, la voix de Claude Lévi-Strauss au micro de Colette Felouz. Claude Lévi-Strauss qui vient nous rappeler que Conrad, c'est aussi un œil de quasi-ethnologue sur l'Afrique. Il n'est qu'à voir et qu'à entendre les écrivains africains ou les grands connaisseurs de l'Afrique et les jeunes écrivains africains qui tous font référence à ce livre d'un Polonais blanc qui, avec les ténèbres, dépeint une Afrique absolument monstrueuse. Les années où Conrad s'y trouve, entre 1890 et 30 ans plus tard, on pense qu'il y a environ 10 millions de morts dans le domaine du roi Léopold. Conrad vit ça. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, Malinowski, le grand anthropologue, ethnologue, anthropologue, viendra lui rendre visite. Plus tard, non seulement Lévi-Strauss le citera, mais Ballandier, Citron. Conrad est un connaisseur, en tout cas, un contenteur absolu des îles de la Sonde et de tout ce monde micronésien, indonésien. Un connaisseur de l'Afrique par la mort des nègres, puisqu'il ne s'agit que de ça, par les méfaits absolus de la destruction physique, non seulement des corps et des hommes et des femmes, mais la destruction des villages, la destruction des cultures, puisque ce qu'il dit dans les ténèbres, c'est que le roi Léopold et ses hommes à tout faire ont recruté sur tous les trottoirs d'Europe toute la médiocrité, toute la chiennerie, toute la voyoucratie qui servirait à enrichir le palais, puisque évidemment l'objet principal, c'est
l'ivoire. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc pour vous, c'est le plus fort des livres de Conrad. C'est un livre qui n'est pas tout à fait politique, un peu comme vous le disiez plus tôt dans l'émission. C'est une œuvre que vous qualifiez de méta-politique. Oui, pour moi, Conrad est le contraire d'un écrivain politique. C'est un tragédien. Quand il a affaire à une société ou à un moment ou à des événements qu'il n'a pas provoqué lui en tant qu'écrivain, mais qui lui semble être le moment où les hommes se révèlent, c'est moins les événements qui l'intéressent que les hommes se débattant dans les événements. C'est-à-dire, c'est le contraire de la littérature française du 19e et d'une partie du 20e. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu un écrivain anglais, alors, et pas un écrivain français comme il était destiné à le devenir. Non, mais en France, on aime Stevenson, on aime Marryat et les grands aventuriers sur les mers. Non, Conrad, il ne parle que des hommes dans les événements qu'ils n'ont pas contribué à créer, mais qui s'y adonnent avec la perversité et la violence dont ils sont capables. Quand Lévi-Strauss, en entendant Lévi-Strauss tout à l'heure, voilà, pour moi, à quoi se résumerait ce que pense Conrad. Tous les hommes sont frères, et comme tels, ils savent trop de choses sur leur compte réciproque. Voilà. Alors, voilà la charge que cet écrivain s'est donnée, et qui en fait évidemment un écrivain incomparable. C'est le premier des modernes. C'est un poète dramatique. Voilà comment on pourrait le qualifier aussi, Alain Dugrand. Poète. C'est un prosateur stupéfiant parce que sa prose et sa langue sont effectivement étranges. Beaucoup de lecteurs ont de la difficulté à admettre les phrases longues, les descriptions. Peut-être plus en français qu'en anglais, je ne sais pas. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Les jeunes modernes britanniques, le cercle des jeunes femmes littérairement avancées, se moquaient de Conrad, parce qu'évidemment sa langue, c'était la langue d'un Polonais qui écrivait en anglais en pensant en français. Alors imaginez un peu, il écrivait en anglais en pensant Proust et Flaubert, pour écrire le Patusan, Bornéo et l'Afrique centrale congolaise. Alors, tous les modernes ne se sont pas moqués de lui. Virginia Woolf a dit... Elle a mis du temps. Elle a mis du temps. Oui. Elle a mis du temps. Mais elle a parlé, pour parler de la mort de Conrad, d'un départ sans adieu ni cérémonie dans le style même de son arrivée mystérieuse. Il y a quand même ce mystère qui a intéressé jusqu'aux modernes, le mystère Conrad. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un mystère. Parce qu'il cet écrivain considérable, qui est un grand écrivain de l'histoire de la littérature, réussit à écrire dans une langue qui n'est pas la sienne et qui va faire de ses romans et de cette prose un des grands chefs-d'œuvre de la littérature anglaise. Je sais bien qu'en France, il y a des écrivains étrangers qui écrivent dans la langue française. Simplement, jusqu'à maintenant, peu ont eu cette espèce de génie interne que Conrad a déployé. Et ce génie interne, pour moi, évidemment, c'est celui de l'admiration qu'il a pour la littérature française et ses grands stylistes. Ça va de Maupassant et à tant d'autres. Mais en même temps, on n'écrit pas pour rien. Et Conrad savait pourquoi il écrivait, par la noirceur profonde de ce qu'il avait dans le cœur et dans l'âme. Et ça fait littérature. Il est mort en 1924. C'était le Cricket Festival. À ce moment-là, à Canterbury, le jour de sa mort, personne n'était à son enterrement, ou presque. La foule ignorait même jusqu'à l'existence de cet écrivain. Oui, parce qu'il a eu très peu de lecteurs de son vivant. Il vivait pas très loin de Canterbury, mais il ne fréquentait pas la petite noblesse ou les bourgeois locaux, à part ses amis les écrivains. Henry James, qui habitait à 2 pas. Et effectivement, quand on l'a enterré, après un office religieux, dans le carré des écrivains latins du cimetière de Canterbury, c'était la fête du cricket, c'était le carnaval, et le vieux défilait au milieu d'une foule enchantée et folle de joie, sans savoir qui était là, c'est-à-dire le grand écrivain anglais.
Merci beaucoup Alain Dugrand de nous avoir guidés comme cela sur les traces de Joseph Conrad. Je rappelle que vous êtes vous aussi un écrivain et un voyageur, que vous êtes auteur de romans et d'essais littéraires. En plus de votre biographie Conrad, La vie à la mer dont on a parlé, réédité à la Table Ronde en 2014, vous avez par exemple publié le livre Bélise. C'est un récit de voyage et on peut se le procurer chez le même éditeur. Demain, nous continuons de parcourir l'œuvre de Joseph Conrad. Ce sera notamment avec Alain Jobert, mais tout de suite, quelques minutes de poésie sur France Culture avec Jacques Bonafé. Octobre 17. Approchant cet anniversaire de la Révolution russe, nous pourrions nous inspirer du Pouchkine Tour, sur lequel nous sommes tombés sur Internet, avec des stations commémoratives à Saint-Pétersbourg, sur la Volga. On va doucement plutôt se laisser dériver en commençant notre croisière par Anna Akhmatova, qui nous conduira à Pasternak et puis Sergueï Essénine. Mayakovsky, oui, nous l'avons cité l'autre jour, nous y reviendrons. Disons qu'avec Akhmatova, on entre dans une petite série sur la poésie russe. Voilà, c'est un souffle qu'on cherche. Dans l'allée, on promène les chevaux, long ondoiement lisse des crinières, ô ville enchanteresse indéchiffrable, dans mon amour pour toi que de tristesse. Et voilà, on a mis les pieds dedans. Là. Ça se passe à Tsarskoe Selo, c'est à côté de Saint-Pétersbourg. Aucune angoisse n'étreint plus mon cœur. Regarde-moi droit dans les yeux, veux-tu? Je déteste seulement le jour qui meurt, le vent de la mer et le mot va-t'en. Anna Akhmatova dans Le Soir, son premier livre de poésie. Vous voulez savoir la date? 1912. Tu veux savoir comment tout s'est passé? Dans la salle à manger, 3 heures sonnaient. Le quittant près de l'escalier, comme avec effort, elle lui disait « C'est tout. Ah non, j'allais oublier. Je vous aime et je vous aimais. » Même en ce temps-là, c'est vrai. Anna Akhmatova qui est désireuse d'apporter des réponses au lieu de s'étourdir en vapeur, elle écrit l'amour, tantôt serpent qui s'enroule contre le cœur qui l'ensorcelle, tantôt colombe qui roucoule durant des jours à la fenêtre, il est là sur le givre clair, là dans les giroflées tranquilles, mais secret et sûr nous entraîne loin de la paix, loin du repos. Il sait si doucement pleurer quand implore un violon plaintif, lui que l'on pressent affolé dans le mystère d'un sourire. Vous sentez monter à vous un poids léger, mais c'est normal, ça commence à chanter. Oh, bien sûr, laissez-vous porter. Vous allez me dire, c'est la poésie d'une Russe blanche. Oui, c'est une poésie acméiste, comme on a pu lui reprocher. Aussi, beaucoup ont dit que c'était une poétesse indispensable, une des plus belles écritures. Anna Akhmatova est née en 89 au bord de la mer Noire. Alors que tout semblait la porter vers l'exil, après octobre 17, elle refusa de quitter la Russie, sa terre, où elle meurt en 1966. La porte entr'ouverte, l'odeur des tilleuls, oublié sur la table un gant, une cravache, le jaune de la lampe. J'écoute tous les bruits. Pourquoi es-tu parti? Je ne comprends pas. Le matin bientôt sera joyeux et clair. Que cette vie est belle. Sois sage, mon cœur. Toi qui sembles si las, ce battement trop sourd. Je l'ai lu, tu sais. Jamais l'âme ne meurt. Merci Jacques Bonafé, vous lisez cette semaine de la poésie russe. C'est à l'occasion des 100 ans des révolutions de 1917.